Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes lyonnais de cœur par votre famille, mais aussi par le goût. C'est dire si nous avons mis les petits plats dans les grands pour évoquer Lyon, où Sud Radio arrive aujourd'hui même sur 105.8, un événement que nous allons fêter avec vous. Bonjour David Martin. Et bonjour Monsieur Jacques Pessis. Merci. Partagez, bonne année. Bonne année, oui. On a le droit encore. Exactement. Alors, il se trouve que vous êtes à l'affiche au théâtre, on va en parler tout à l'heure, oui. à Paris. Oui. Mais Lyon, quand on m'a dit on va faire une émission spéciale Lyon pour aujourd'hui, David Martin, c'est la famille, quoi. Oui, alors, je ne suis pas né à Lyon, mais toute ma famille y vit, y a vécu, et on a une très longue histoire avec notre petit pays. Alors, on va la raconter à travers quelqu'un qu'on connaît et qui nous manque, qui est Jacques Martin, votre papa. Et alors, j'ai trouvé une première date étonnante, le 3 avril 1961, Oui. un Lyonnais parle aux Lyonnais. C'est-à-dire à Télé Strasbourg, il y a une émission qui s'appelle Lyon by Night qui passe et Jacques Martin est dans cette émission tout à fait débutant. Complètement. Je pense que c'est la première fois qu'il fait de la radio. Je pense. De la télé. De la télé, pardon. Oui, de la télé. Je pense que c'est une des toutes premières. Alors, cette émission est étonnante parce que c'est deux jeunes gens qui vont de music hall en music hall, oui. du Palais d'Hiver au Casino de Charbonnières. Oui. Et ensuite, ils présentent des artistes. Il y a Roger Pierre, il y a Jean-Marc Thibault, Sim, et il y a Roland Havlis, le chanteur sans nom. Oui. Et donc ils étaient tous jeunes. Et alors, il me semble qu'il y a quelques images qui existent. Il me semble en avoir vu. Et ils sont gamins. C'est adorable, quoi. Ça démarre, ça débute. Alors Roland Havlis, ça m'a toujours fait rire parce qu'il se faisait faire des cartes de visite au nom du chanteur sans nom. Oui. Ah, il a eu peur de rien. Exactement. Mais alors, l'histoire. Alors, je sais pas s'il a fait grosse carrière derrière. Pas énorme. Hein, je crois. C'est Piaf qui l'avait trouvé, qui l'a aidé, et ça s'est arrêté. Ça, Piaf a beaucoup aidé. Alors, dans cette émission, il y a donc Jacques Martin, et Jacques Martin, on va entendre sa voix pour la première fois à la télévision le 27 novembre 1960. Eh ben, c'est cet extrait-là. Oui. Alors, c'est déjà du Jacques Martin pur et dur. Oui, ça s'appelle Dimanche en France et il chante le générique. Il chante le générique, il est en frac avec un chapeau claque, un haut de forme, et il esquisse quelques petits pas de danse. Mais il est gamin, j'adore. Il s'appelle Jacques Ducerf. Oui, Jacques Ducerf. Pourquoi? Alors, à cause de mon arrière-grand-père, Johannes Ducerf. Alors lui, c'est là que démarre la vie lyonnaise et notre arrivée à Lyon. Jacques Ducerf était donc un grand chef de cuisine et qui officiait à la cour du tsar Nicolas II. Et puis quand les têtes ont commencé un peu à voler dans tous les sens, ma grand-mère a dit maintenant, Johannes, ça suffit, on rentre en France. Et donc ils sont rentrés de Russie et puis se sont installés à Lyon, place des Terreaux, où mon grand-père a ouvert un restaurant qui s'appelait le restaurant Universel. Et ça a marché tout de suite. Ça a marché tout de suite parce que c'était pas, il y avait pas encore pléthore. Il y avait des bistrots, il y avait des fameux bouchons, mais qui étaient destinés au peuple, je veux dire à la population, aux gens. Ça n'avait pas encore ce petit côté un peu chic et un petit peu dans la mode. Et donc ce grand-père, il y a une photo magnifique où il pose comme on le faisait à l'époque avec toute sa brigade. Et il avait une tête pas commode. Oui. C'est tout. Et petite particularité qui a soudé le lien avec les grands noms de la ville, c'est que le papa de Paul Bocuse a été apprenti chez mon grand-père. C'est fou, hein. Donc, vous voyez un petit peu le lien fort qui s'est tissé à cette époque-là. Alors, je précise que votre grand-père a été cuisinier chez le tsar Nicolas II. Oui. Et en même temps, il y avait une grande chanteuse française qui était la chanteuse préférée du tsar Nicolas II. Ce n'est pas un Apollon, mon Jules. Il n'est pas taillé comme un Hercule. Fréhel. Ah, écoute, j'y ai pensé. Non, mais je me dis putain, ça peut pas être Fréhel. Si, car elle était devenue très amie avec la cousine du tsar Nicolas II, plus qu'amie. Et elle a chanté en Russie, mais devant des sommités, des hommes riches qui lui jetaient des bouquets de fleurs avec des diamants dedans. Non. Et quand il y a eu 1917, elle a fui. Elle a fui, bien évidemment. Et ça s'est mal terminé. Et c'est vrai que ces chansons, comme Fréhel ou autres, ça a marqué votre père Jacques Martin. Ouais, et c'est-à-dire que
très tôt. Alors moi déjà ma grand-mère, donc la maman de mon père, avant de devenir la petite caissière du restaurant, un petit peu avant puis surtout un petit peu après, elle était complètement accrochée au théâtre et surtout à l'opéra, à l'opérette. Et donc elle avait intégré une troupe et elle jouait, elle se donnait spectacle. Et je pense que c'est là que l'idée, l'amour est né pour la scène. Oui, ouais. Et en même temps, je crois que le père de Jacques Martin jouait de 7 instruments. Alors c'était un érudit, c'était un fils de famille, c'était une famille. Au départ, c'est une famille vachement bourgeoise. Hein, c'est la famille Martin Vissot. Alors il y en a à qui ça parlera les plus vieux. Mais sinon, il faut savoir que Vissot, c'était une marque de lampes électriques, d'ampoules électriques à filament. Et la pub, ce sont les petites Vissot qui font les grandes rivières. Donc il y a même, paraît-il, alors moi je l'ai jamais vu, un château qui est le château Martin Vissot. Mais on avait un oncle qui était cardinal primat des Gaules à Lyon. Enfin, il y a une vraie assise là-bas, quoi. Oui, mais le père de Jacques Martin n'était pas chanteur, il était industriel. Alors il était industriel, fils de famille, mais il avait la particularité, vous savez ce qu'on dit, il faut une génération pour créer la fortune, une génération, et puis la dernière la bouffe complètement. Ben, il faisait partie de la dernière, il était intelligent, redoutablement intelligent, il jouait de plusieurs instruments, parlait plusieurs langues, mais alors il investissait son argent dans des entreprises hasardeuses. Par exemple, il avait investi une partie de la fortune familiale dans une société qui fabriquait des hélices molles en caoutchouc pour les bateaux, pour pas qu'elles se brisent sur les rochers. Non mais n'importe quoi. Alors bon, Jacques Martin n'aurait pas pu prendre sa suite puisqu'il n'était pas l'élève très brillant à l'école. Non, pas très brillant. On est pratiquement à la veille de la guerre. Très rapidement, ma grand-mère perd son mari, le père de mon père, donc le fameux industriel. En 14, il a été, comme beaucoup, complètement nettoyé par les vins mouillés à l'éther que l'on donnait aux fantassins pour qu'ils trouvent du cœur pour sortir des tranchées. Donc il est revenu complètement alcoolisé. Il a même fini de bouffer la fortune en consommant, en absorbant, du cordon rouge de Coty dans la parfumerie de ma grand-mère. Oui, ça fait pas très sérieux. Ça fait pas très sérieux. Donc Jacques Martin a discipliné, il veut être chanteur tout de suite. Non, oui, alors il veut tout de suite. Puis bon, malheureusement la vie décide autrement. Il est placé, il est mis chez les jésuites. Il rentre chez les jésuites et puis là, malheureusement ou heureusement, la vie change. Il en souffre et il en souffrira très longtemps. Il faudra attendre les dernières années de sa vie pour qu'il fasse la paix avec cette période de sa vie. Mais les jésuites ont apporté autre chose. Alors il le reconnaîtra à corps défendant bien après, longtemps. Mais c'est pratiquement en sortant de là que le diable du théâtre est arrivé, quoi. Oui, et puis il lui est resté une voix très particulière et on le remarque dans une de ses premières télés avec Jean-Yann, une chanson totalement délirante qui s'appelle Gloire aux genoux. Gloire aux genoux. On a chanté du corps humain, les bras, les seins, les cheveux, les yeux, les doigts, les mains. Oui mais jamais, on a chanté ce qui se trouve entre le buste et les doigts de pied. C'est extraordinaire. Adorable. Mais alors bon, amoureux de l'opérette et de l'opéra, oui. Là on voit bien que on est à la limite du bouffe, carrément. Et ça tombe bien pour Lyon, la bouffe. Pour Lyon, bouffe tombe très bien. Et ça fonctionne, ça marche, parce que c'est totalement inédit à l'époque. Il n'y a pas ça n'existe pas. Il y a du comique troupier, oui, mais il n'y a pas cette espèce d'humour qui commence à prendre, qui prend naissance, qui prend naissance à ce moment-là. Puis d'autres arrivent derrière, et puis pas des moindres. Plus tard, il y aura Fernand, Reynaud, il y aura, bref, pléthore d'artistes qui font la renommée de la ville. Voilà. Alors il faut savoir que cette chanson Gloire aux genoux, c'est dans une émission qui s'appelle 1 égale 3 oui. Avec Jean-Yann, qui a duré 5 numéros. 5 numéros, et avant de se faire virer. Ils se sont fait virer parce qu'ils avaient osé faire une étape du Tour de France avec Napoléon. Oui, c'est les maréchaux d'Empire qui font une étape du Tour de France. Donc je vous laisse imaginer le délire. Ils sont tous déguisés en maréchaux d'Empire, ils ont enfourché des bicyclettes, et là ils font la bataille de, je sais plus laquelle. C'est Waterloo. C'est Waterloo. Et ça se termine, ils perdent la bataille de Waterloo. Ils perdent, ils arrivent en queue de peloton, oui. Alors, il y a une chanson de Jacques Martin qu'il est impossible de retrouver sur Internet aujourd'hui. C'est son premier 45 tours. Et pourtant, c'est cher à Sud Radio, qui est la station du rugby. C'est le rugby.
Personne ne la connaît, cette chanson. Alors là, C'est un 45 tours qui existe, qu'il a enregistré enregistré en 63 et qui est introuvable. Introuvable. Ah bah écoutez, je peux pas vous dépanner parce que j'en ai, Oui. mais ça ne me dit absolument rien. Donc c'est dire l'insuccès de cette chanson. Oh, il y en a eu d'autres, il y a eu des choses absolument admirables. Il y a une comédie musicale, Oui. alors beaucoup plus tard, hein, On va en parler. qui s'appelle Petit On va Patapon. en parler. Mais oui, c'est vrai qu'il a connu des succès et des échecs, Jacques Martin. Alors, ça a été pendant longtemps un peu les montagnes russes. Je dirais que jusqu'à la naissance de ma sœur, donc en 64, ça a démarré 65, 66. Moi, j'ai des souvenirs de 68 à la radio avec lui. Mais c'était pas facile. En fait, il aura fallu la télé du Midi Magazine, pour que ça y est, sa tête rentre partout et que les gens le connaissent et le reconnaissent. Alors, il s'est quand même passé en 64 quelque chose d'important qu'on va évoquer à la date du 13 octobre. Rendez-vous avec David Martin dans quelques instants sur Sud Radio, y compris sur 105.8 à Lyon aujourd'hui, pour évoquer Lyon, Jacques Martin et votre actualité. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité David Martin. Aujourd'hui, Sud Radio est à Lyon pour la première fois avec Hourra sur 105.8. On va évoquer tout à l'heure Le plus heureux des trois, une pièce que vous jouez au Théâtre Edgar. Oui. Mais on revient sur Lyon et sur Jacques Martin. Allons-y. Alors, 13 octobre 64. Un Olympia mythique dont il assure la première partie. Pourquoi cet Olympia mythique? À cause de cette chanson. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment. Car Jacques Martin a assisté à la création d'Amsterdam en première partie de Brel. Exactement. Cocatrix avait repéré mon père. Il lui avait dit, écoutez, alors je sais pas si vous voyez ou si je pense qu'il devait se vous voyez. Lui, vous êtes très bien. Voilà. Il me faut un présentateur à l'Olympia. Et donc il a démarré comme présentateur. Et puis rapidement, il a mis quelques petits sketchs en première partie. Et voilà, ça a démarré comme ça. Mais au départ, il était le présentateur officiel de l'Olympia. Oui, il avait commencé, je crois, avec Paul Anka. C'est possible. C'est possible. Mais à assister à la création du port d'Amsterdam de Brel, ils étaient amis. Brel disait, Martin, c'est l'ambulance, parce que dès qu'il y avait une âme perdue qui souffrait, mon père arrivait à essayer de régler ou d'apporter du réconfort, et ça faisait beaucoup rire Brel. Oui, ils s'étaient connus en 61 à Bobino, et d'ailleurs ils passaient des soirées ensemble qui se terminaient. Alors à l'époque, Jacques Martin avait déjà une grosse voiture, et Jacques Brel une petite 4 chevaux pourrie. Oui, et il se moquait, il dit, ça va, t'en es content de ton char d'assaut? Parce que Brel avait largement les moyens de s'offrir ce qu'il souhaitait s'offrir, mais il continuait à rouler avec sa petite auto, et quand papa arrivait avec son truc absolument infernal, et il se moquait bien de lui, quoi. Il se foutait de sa gueule, ça n'avait aucune importance pour lui. Alors, il y avait la tradition de l'humour lyonnais, je crois que dans les sketchs de Jacques Martin, la tradition de l'humour lyonnais existe. Oui. Il y a un esprit lyonnais. Demandez à Gérard, on peut demander à Gérard, on peut plus demander à Fernand, mais il y a ce petit côté, alors géographiquement, on n'est pas très très loin du centre de la France, avec comment dirais-je, cet esprit bien ancré dans la terre, un chou est un chou, et de l'autre côté, on a déjà un petit peu le côté du sud. Donc il y a un mélange des genres et des façons d'aborder l'humour, mais l'humour lyonnais est très particulier parce que ça reste un endroit où se confrontent vraiment, mais déjà même à l'époque, riches, pauvre, puissance de la révolution industrielle et en même temps d'une pauvreté absolue, parce que pour ceux qui ont connu Lyon à une certaine époque, c'est une ville, les traboules et ces petits passages, ces petites ruelles, tout ça c'était là où vivaient les gens. Et il y avait les manufactures de soieries, il y avait les métiers Astis et Jacquard, enfin ça bouillonnait là-dedans, mais c'était d'une pauvreté absolue. Donc quand on est pauvre, il faut rire. Et donc l'esprit lyonnais de l'humour vient aussi de là. Oui, et alors Jacques Martin a une particularité qui n'est pas si courante dans les années 60, il mélange parodie et chanson. Voilà, on se moque et je sais pas si on va en parler, j'imagine que oui. De là, c'est tiré directement de Guignol. Guignol, c'est le premier spectacle satirique. Alors ça s'adresse aux enfants bien évidemment, mais derrière il y a toujours un rappel aux adultes. La satire. On se moque des plus puissants, on se moque des sachants qui vivent au détriment de ceux qui ne savent pas. Voilà.
Alors, on a entendu Jacques Martin et Jean-Yann ensemble. C'est une vraie rencontre, Jean-Yann, pour Jacques Martin. Les deux. Je pense qu'il y avait deux âmes perdues qui traînaient à Europe à l'époque et qui faisaient les petits boulots. Papa écrivait des petites choses pour Francis Blanche et pour Fernand, et de son côté Yann avait déjà une petite émission. Il était déjà à l'antenne. Et puis un jour le patron a fait ça suffit les deux crétins là. Donc vous allez vous mettre ensemble dans un bureau puis vous allez écrire. Et né, mais au départ, Yann se disait qui c'est qui vient bouffer sur mes plates-bandes, et mon père se disait mais c'est qui ce malade? Et puis comme ils ont la même culture, le même goût du chant, le même goût de la musique, au bout de quelques minutes, quelques heures, ça y est, c'était parti. Oui. Et leur première collaboration a été interdite immédiatement. C'était 4 chansons dont celle-ci. Oui. Ma sœur Germaine, elle entend dire à la radio que grâce à la pilule, on n'a plus de marmots. Elle dit, je vais en prendre une des gosses, j'en aurais plus, mais au lieu de l'avaler, est-ce la médaille? À l'époque, ça, Oui. on peut comprendre. Les émancipations d'Alphonse. Les émancipations, voilà. Je me disais, j'ai le titre, mais je l'ai plus. En fait, Antoine triomphait avec les élucubrations. Exactement. Et ils ont fait 4 parodies. Donc les pérégrinations d'Anselme, les préoccupations d'Antime et les revendications d'Albert. Et ça a été interdit tout de suite. Alors je pense, ça a été enregistré. Ah mais j'ai le 45 tours. Ouais. C'est génial, il faut le garder précieusement. Ça a été enregistré, et puis je crois que ce n'est même pas sorti. Alors vous avez un disque avec une pochette, donc ça prouve que ça a été au moins mis en vente, à moins que vous l'ayez ramassé ailleurs. Non. Mais ça a duré 25 secondes la petite histoire. Et ils se sont fait sortir comme des malpropres. Mais ils ont eu les mêmes problèmes beaucoup plus tard, notamment quand ils sont arrivés sur RTL, où ils ont rien trouvé de mieux que de faire tout ce qui était interdit. Exactement. Gravir la façade de la radio on va en parler justement. Une espèce d'Ushuaïa de l'époque, et voilà. Alors, non mais c'est vrai que il faisait beaucoup de bêtises et ça faisait rire. C'est le côté irrévérencieux. Il y avait à cette époque, une espèce de, je peux pas dire une chape de plomb, on n'est pas en URSS, mais voilà, il y avait ce qui était de bon ton et de ce qui ne l'était pas. Et eux avaient décidé. Mais alors vraiment, l'esprit chansonnier, c'est plus que ça, c'est déjà différent. Mais ils mettaient le bazar partout. En bas d'Europe, à l'époque, en bas d'Europe 1, il y avait une station d'essence. Et quand ils avaient rien à faire, c'est-à-dire 90% de leur temps, parce que c'était des feignants bosseurs, voilà. Ils descendaient, ils piquaient la casquette du pompiste, et à chaque fois qu'il y a une voiture qui se présentait pour faire le plein, ils faisaient, non, pas aujourd'hui, elle est pas bonne, revenez demain. Bon, voilà, ça ne fait de mal à personne, ça ne fait rire qu'eux. Et, vite, le patron de la pompe à essence s'est dit, mais c'est qui ces deux tarés? Et bon, ils se sont fait sortir, mais... Alors, il faut savoir aussi que Jacques Martin était un excellent chanteur, connaissait la musique classique par cœur, et il l'a démontré dans une chanson. Adieu, petite Maille, peut-être à une autre fois, il pleut devant ma porte sur la grande île. Vous connaissez cette chanson, musique de Brahms au départ. Exactement, c'est piqué. C'est un arrangement sur une musique de Brahms que j'ai chanté dans un de mes spectacles. Oui, et qui est une des plus belles chansons de Jacques Martin. Alors, elle fait partie de celles que j'adore. Il y en a une sur sa mère qui est déchirante, mais il y a plein de choses. Alors, il y a quand même une coïncidence. Vous parliez de Francis Blanche qui adorait les coïncidences musicales. C'est que pendant que Jacques Martin enregistrait cette chanson, Dave prenait la même musique. Je suis ici parce que tu m'aimes. Oui, mais est-ce que c'est étonnant? Dave est un musicien hyper reconnu. Ça s'appelait La Décision. La Décision. Les 2 disques sont sortis en même temps. Ah, c'est sorti en même temps? Ouais. Ah, ça, je savais pas. Alors, il se trouve aussi que Jacques Martin, vous avez parlé de spectacle, il a écrit Petit Patapon avec Francis Weber qui débutait. Oui. Et ça n'a pas marché du tout. Alors, voilà, au chapitre des choses dans la vie dans lequel on met du... Alors, au départ, il s'agissait de sauver la mise
d'un théâtre, attends, le nom va me revenir, Bobino. Voilà, le patron de Bobino, le nom je ne m'en souviens plus, dans la Félix Vitry. Merci. Félix Vitry dit je suis un peu dans la mouise, j'avais un truc à l'affiche mais ça marche pas, je le dégage. Est-ce que tu peux me faire quelque chose? Et ils ont écrit Petit Patapon extrêmement vite. Et d'ailleurs, Adieu Petite Morte figure dans Petit Patapon. Et ça, ils ont lancé l'affaire. Moi, je m'en souviens très moyennement parce que c'est en quelle année ça? 66. Ouais, non, j'ai des images mais j'ai pas de souvenirs. Alors il se trouve qu'il avait repéré Francis Weber d'une manière très particulière. À l'époque, Francis Weber était journaliste à RTL et avait réalisé au Festival de Cannes l'interview et avait demandé à une stripteaseuse de se déshabiller à l'antenne. Ah oui, à l'époque, à la radio. À la radio. Oui. Oh, il y a des mecs qui ont des idées étranges quand même. Et puis alors ils ont fait ça et ça a joué. Je suis pas sûr que ça ait tenu 15 jours. Non, un peu plus quand même. Un petit peu plus, un mois. Alors, vous parliez aussi de la radio, et effectivement, il y a des images qui circulent encore aujourd'hui où on voit Jacques Martin escalader la façade de Radio Luxembourg. Oui, exactement. Alors, je connais pas la base de l'idée, enfin comment ils en sont arrivés là, parce qu'ils étaient avec Jean-Yann. Ils se sont retrouvés accrochés, ça n'a pas plu du tout. Alors, assez rapidement, alors ça a dû faire rire le patron, mais pas forcément tout le monde. Et ça a coûté un petit peu, quoi. Ça a coûté. En fait, l'idée au départ, on lançait la nouvelle grille de la station, et le slogan était une station dans le vent, qui reste dans le vent. Donc, dans le vent, ils se sont dit, on va monter. On va essayer d'aller sur le toit. Ouais, mais il fallait être sportif pour le faire. Alors, oui, alors à l'époque, contre toute attente, d'abord c'était mon père a fait une formation de danse classique à un moment. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais non, il en avait dans les jambes. Non, contrairement à ce qu'on pense, cette espèce de coefficient de pénétration dans l'air supérieur à 1 est arrivé beaucoup plus tard dans sa vie. Alors, il se trouve que, on est au rez-de-chaussée à Sud Radio, donc je ne pourrais pas... alors, écoutez, escalader la falade, ça, c'est pas possible. Donc, on va autrement évoquer que Sud Radio, aujourd'hui, arrive à Lyon sur 105. Bienvenue. À tout de suite sur Sud Radio avec David Martin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité David Martin. Aujourd'hui, Sud Radio s'ouvre à Lyon sur 105.8. Bienvenue. Et vous, il y a une journée à Lyon qui est importante, David Martin. C'est le 20 novembre 2016, un samedi matin. Il manque de pleuvoir et vous arrivez avec votre camion pour présenter des nourritures cambodgiennes aux Lyonnais. Oui. À l'époque, j'étais sur Télématin et avec William Lémergie. Il faut rendre à César ce qui est à César. William avait décidé qu'il fallait qu'on se promène. Donc l'idée du triporteur est née à ce moment-là, et donc j'arrive à Lyon. Il fait gris, je crois même qu'il neige. On n'est pas loin de la fête des Lumières. Je me souviens qu'on n'était pas loin de la fête des Lumières. Et j'avais décidé de comme j'ai un petit peu voyagé notamment en Asie, de faire un peu de cuisine cambodgienne sur mon triporteur. Voilà, ça. Alors autant que je me souvienne, parce qu'on en a fait beaucoup. Les Lyonnais qui étaient là, on est à quelques jours des fêtes des Lumières, un peu avant ou un peu après, je crois, je sais plus. Et découvraient ça, c'était assez étonnant. Mais on a fini dans un bouchon derrière la place des Terreaux, la rue du Sergent Martin, lieutenant Martin. Enfin, Martin. Il y a un Martin là qui est un militaire, et là il y a des bouchons, et du coup on a servi dans les bouchons. On parle de la même chose, oui, parce que vous avez concocté des préparations vantant les mérites de l'huile de palme rouge de Malaisie, qui ne ressemble pas à l'huile de palme, et qui est condamnée. Et vous avez précédé ça d'un petit saut au hall Paul Bocuse. Oui, exactement. C'était en pleine période on décrit bien évidemment l'huile de palme telle qu'elle est par rapport à ce qu'on lui reproche. Ce sont des exploitations qui déforestent les pays dans lesquels ça pousse. Mais ce qu'on oublie, c'est que si on balaye ça, il faut aller chercher un petit peu plus loin. La première matière grasse utilisée dans la cuisine humaine était l'huile de palme rouge. Ça subsiste en Afrique, ça subsiste un petit peu en Asie, notamment en Thaïlande, un petit peu en Afrique, puisque c'est de là d'où ça vient, c'est l'origine, et en Amérique du Sud. Et puis, aujourd'hui, vous dites à un Africain de cuisiner un mafé, il va mettre de la graine et de l'huile de palme rouge. Très bon pour la santé, voilà. En tout cas, ce jour-là à Lyon, vous avez préparé du poulet mariné, un wrap
de banane au coulis de fruits rouges, Oui. des barquettes d'amok à la cambodgienne et des beignets de patates douces sauce chien. C'est pas vraiment lyonnais. Alors, on n'a rien à voir. Et là, ça me revient, c'était pas sur le triporteur, on avait pris un food truck. Exactement. À l'époque, c'était pas encore trop à la mode. Donc, oui, ça y est, ça me revient. Oui. Alors, la cuisine, finalement, ça a toujours été votre passion, mais vous avez quitté l'école pour la cuisine, David Martin. Alors, déjà, mes résultats scolaires ne me laissaient pas entrevoir des études supérieures absolument splendides, c'est pas vrai. Non, à 16 ans, c'est pas mon père, c'est ma maman qui m'a emmené en me tenant par la main, et on avait la chance d'avoir, pas très loin de la maison, dans les Yvelines, à Bougival, un restaurant qui avait 2 étoiles au Michelin, et à la tête duquel se trouvait un chef absolument merveilleux que vous avez connu, Jean Delavenne, qui était meilleur ouvrier de France en pâtisserie et en cuisine. Et j'ai atterri là-dedans, j'avais 16 ans. Et un garçon à 16 ans, c'est un gamin, c'est un petit. Et me voilà balancé dans un monde d'adulte au milieu de la cuisine. Alors moi, la cuisine, pour moi, c'était la cuisine de mon père, c'était la cuisine de ma mère ou la cuisine de ma grand-mère. Et voilà, et vraiment, ça a été une révélation. Voilà. Et je crois qu'il y a eu un stage chez Trois Gros aussi. Alors, oh non, plus qu'un stage. Ouh là là, non. D'abord, je suis rentré. Je vous rappelle que nous sommes obligés d'aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Oui. Moi, je suis né au mois d'août. Donc, j'ai fait tout le mois de juillet un peu en douce. Voilà, comme ça. Et puis, quand j'étais en âge de pouvoir signer mon contrat d'apprentissage, donc au mois de septembre, hop, je me suis engagé. J'ai fait 4 ans chez Jean Delavenne. Après, ce qui se faisait, et ce qui se fait toujours d'ailleurs, les chefs se passent les jeunes cuisiniers, ils font quelque temps à un endroit, puis il appelle son copain, tiens, prends un tel. Voilà, c'est comme ça que j'ai atterri chez Trois Gros, et je suis resté longtemps, je suis resté un peu plus, un an. Oui, ben, ça a été aussi le cas de Bernard Loiseau et Guy Savoy. Il y a beaucoup de gens, et beaucoup de grands chefs qui sont passés par là. Et Loiseau a débuté, Guy Savoy est arrivé chez Trois Gros quand Bernard Loiseau en sortait pratiquement. Ouais. Ils se sont pas quittés, et celui qui a convaincu Guy Savoy de s'installer à Paris, c'était Bernard Loiseau. Oui, il aurait mieux fait peut-être de penser à lui d'abord. Voilà, nous sommes bien d'accord là-dessus. Alors, la cuisine a commencé, et puis un matin, votre père vous a dit, tu viens avec moi à la télé dans Dimanche Martin. Oh la vache. Ouais. Alors bon, je pars parce que la cuisine, pourquoi la cuisine? La cuisine d'abord, et d'une, parce que c'est une façon de faire profiter ceux qui vous entourent, de la première chose dont on a besoin, la nourriture. Voilà, c'est notre mission, nourrir les autres. Et puis aussi de voyager. C'est un métier qui s'exporte. À l'époque, ça s'exportait fabuleusement bien. Aujourd'hui, ce sont des stars du rock, les cuisiniers français qui travaillent à l'étranger. Et c'est génial parce que j'ai pu faire, moi, le tour du monde plusieurs fois. Enfin, je me suis installé, donc j'ai fait pratiquement autant de temps à l'étranger que je n'en ai fait en France. Bref, je reviens d'un long périple en Amérique du Sud. J'arrive à Paris, on est au mois de août, et mon père prépare les émissions de septembre, la rentrée, quoi. Et il a une émission le matin, après la messe et avant le JT de 13h. Et là, il y a 1 heure à faire. Et il se dit, qu'est-ce que je viens pouvoir faire? J'ai dit, où sont les gens le dimanche à cette heure-là? Dans leur cuisine, à préparer le repas dominical. Et je dis, on va faire la même chose, on va donc un décor de cuisine, toi et moi derrière les fourneaux, tu me prépareras les choses à l'avance, il n'était pas question que je fasse de l'antenne. Hein. Ouais. Tu viens, tu me prépares les plats que je te demande, étape 0, étape 2, étape 3, étape 4, et boum, et ça me permettra de parler du théâtre, de la littérature, du cinéma, puisque c'était un magazine culturel à l'époque. Et vous avez commencé à préparer des potages, je crois. C'est ça. J'ai commencé par un gratin dauphinois, puis après des potages. Et puis 10 minutes avant d'attaquer l'émission, il commence à réaliser que la cuisine, en même temps, parler, réussir le plat. Enfin, le plat, de toute façon, il était fini. Il me dit, non, mais va te faire maquiller, tu descends, on fera 2. Voilà. Alors, dans les recettes, dans les différentes émissions du Dimanche Martin, il y avait des choses très sérieuses et très fantaisistes. Oui. Et vous avez fait une salade de pommes de terre embourridée à la morue salée, Oui. ça c'est facile, une brochette de fruits exotiques, mais aussi une salade d'huîtres chaudes à la Jacques Lang. Oui, alors ça, alors bon, il faudrait demander, malheureusement ce n'est plus possible, je me souviens plus le rapport qu'il pouvait y avoir entre les huîtres et Jacques Lang. J'ai bien une idée, mais on va pas le... Non, voilà, mais peut-être qu'il avait vu un film qui s'appelait 8 et demi. Oui. Oh,
bien joué. Alors ça s'applaudit. Vous savez qu'on vous écoute même à Lyon maintenant, hein. Oui, Attention. sur 105.8. Sur 105.8. Alors, on en a fait des tonnes. À la fin, je me souviens quand Laurent Gérard et Virginie sont arrivés sur l'émission, elle s'est transformée. On est passé de comme sur un plateau à un siphon fond. Donc on faisait des recettes mais beaucoup plus délirantes. On a notamment une qui était très très sympathique, qui était les écrous vis mayonnaise. Oui. Donc un tas d'écrous, un tas de vis et de la mayo. Mais on a eu aussi la terrine de sangle liée, mais que des âneries, quoi. Et je me souviens, sur Radio Monte-Carlo, Jean-Pierre Foucault, à 1er avril, il donnait une recette à Carole Chabrier, la co-animatrice. Yes. Il lui a fait faire la pêche au thon. La pêche. Donc, et c'est passé sans le problème. Ah, mais ça passe toujours super bien. Les gens sont d'abord gentils, et puis d'autre part, ils participent, ils collaborent, c'est normal. Je me suis toujours demandé, parce que quand on voit des images d'Art et Magie de la cuisine, la première émission de télévision, à la fin, ils se précipitent pour tout manger. Oui. Est-ce que vous mangiez les plats que vous prépariez ? Oui, alors faites confiance aux cadreurs, ingénieurs du son, réalisateurs, n'est-ce pas, docteur ? Tout le monde se rue sur le truc, parce qu'en plus c'est prêt, il n'y a pas à attendre. Et il restait généralement un plat qui, lui, n'avait pas... Par exemple, n'importe quoi, un poulet au four. On avait le poulet qui était cuit, qui était prêt à être montré, puis on avait les étapes intermédiaires. Mais il y avait bien un poulet qu'on enfournait à ce moment-là. Donc celui-là, malheureusement, n'avait pas le temps de cuire. Le combat... Il y avait des listes d'attente. Cette semaine, c'est le tour de qui ? Et la personne, assistant, réalisateur, partait avec le plat et finissait de cuire chez lui et nous ramenait le truc le lundi. Est-ce que la cuisine lyonnaise, David Martin, fait partie de votre culture de base ? Alors, oui, par la force. Par la force. C'est-à-dire que au départ, manger de l'andouillette quand t'as 6 ans, c'est pas forcément un truc qu'on avale facilement. Non, très vite. Et c'est resté dans votre culture ? Ah, moi, aujourd'hui, je suis prêt à faire des choses absolument incroyables pour manger des lentilles, par exemple, voyez-vous. Une bonne salade de pommes de terre. Alors, il y a d'autres pays. La France est connue pour ça. Il n'y a pas une région où il n'y a pas quelque chose à manger. Mais Lyon a vraiment une particularité. Elle est pas loin de l'Italie, elle est pas loin du sud, elle est dans le centre, on peut dire presque centre-France. Donc là convergeait énormément de manières de cuisiner. Il y a de la morue dans tous les départements de France. Il y a au moins un plat de morue. Il y a de la morue à la lyonnaise. Moi, j'ai pas dans l'idée que l'océan soit si près que ça, quoi. Voilà. Alors, il se trouve aussi que Lyon, bien sûr, c'est une légende de la cuisine, une voix que vous allez reconnaître entre mille. Il faut quelques poireaux, quelques pommes de terre et un peu de beurre. Et surtout, Paul Bocuse. Et c'est vrai que c'est... Jésus. Nous, on l'appelle Jésus. Ah bon? Non, c'est pas vrai, mais c'est Dieu. C'est lui. Si nous sommes aujourd'hui en train de parler ensemble et que nous parlons de cuisine, le tout premier, c'est bien évidemment Paul Bocuse. Sans lui, alors il y aurait peut-être d'autres cuisiniers si talentueux qui auraient ouvert une voie. Mais lui avait une vision, il avait une vraie vision de la cuisine. Et puis, c'est un des premiers qui a été la star, c'est la première star de la cuisine. Oui, et puis il avait des points communs avec Jacques Martin, puisqu'il aimait les orgues. Il faisait voilà, il y a une collection d'orgues de barbarie et d'orgues de foire, mais de la grande foire. Hein. C'est pas des petits trucs on tourne la manivelle derrière. Hein. Les limonaires, pour être extrêmement précis. Et puis, il y avait une collection qui existe toujours d'ailleurs. Ce que la fondation Paul Bocuse a conservé. Exactement. Alors, il se trouve aussi que c'était un grand fêtard. C'est-à-dire que moi, je me souviens d'une émission de radio, on a dîné chez lui et après, on a fait le tour des bars jusqu'à 7h du matin. C'était des grands malades. Mais alors, je pense que Paul encore plus que papa. Mais un vrai fou. Hein. Il a une année, c'est un des premiers à exporter la cuisine, en tout cas pas la cuisine, mais les cuisiniers français à l'étranger. Il arrive au Japon, Bocuse. Et puis il invite pour l'ouverture de son premier restaurant, mais comme s'il vous envoyait une petite carte là au débeauté sur le coin de la table. Je vous invite à une grande bouillabaisse faite à partir des poissons du port d'Osaka. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le port d'Osaka, à côté Antifer, c'est juste c'est propre. Si tu vois ce que je veux dire. Et donc les gens, la folie faisait que faut quand même se payer un billet d'avion, ça coûtait quand même beaucoup d'argent, ça continuait à coûter, mais c'était pas dans les habitudes. Et il y a toute une foultitude de copains
de cuisiniers, de mon père, enfin d'autres, plein, qui ont fait le voyage pour aller manger la bouillabaisse du port d'Osaka. Alors, il était aussi un grand amateur de canulars, comme Jacques Martin. Oui. Alors, moi, il y en a un qui m'a toujours marqué, il invite Bernard Pivot à Lyon, et il donne un menu avec des fautes d'orthographe, exprès. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, Pivot a été quand même très surpris, n'a pas compris au départ, et après a compris que c'était un canular. Alors moi, j'en ai une qui est pas mal non plus. Il est chasseur, mais c'est pas un viandard, Paul Bocuse. Il a de la terre, il a des chasses, et il invite une bande de copains parmi lesquels il y en avait 2 ou 3 qui étaient un petit peu au bord, quoi, un peu gnangnan. Et il arrive et il y avait donc le repas de chasse. Donc c'est le casse-croûte sur les coups de 10 heures. Et il avait fait vider des boîtes de canigou. Donc il les avait fait il les a ouvertes, mais de manière indécelable. Il a viré le canigou, il a rentré du foie gras. Et il pose les boîtes de canigou comme ça sur la table, dressée en plein champ. Et puis t'as tous les autres qui arrivent. Et puis dans le tas, il y avait quand même des cuisiniers. Et les mecs regardent, il fait du canigou. Il fait, comment ça, vous connaissez pas le canigou ? Mais ce canigou-là, je vous le fais goûter, mais vous allez voir. Je comprends pas comment on puisse pas le servir. Et donc, il ouvre les boîtes, il coupe des tranches, les mecs amènent le pain, ils goûtent. Oh, mais c'est du foie gras. Il dit, écoute, je ne sais pas. Moi, j'ai découvert ça par hasard parce que c'est ce que je donne à mes chiens. Et j'ai mis le doigt dedans parce que, quand t'es cuisinier, c'est vrai que t'as tendance un petit peu à tout goûter. Peut-être le canigou aussi. Et là, les mecs ont cru jusqu'au bout que c'était vraiment... Il y en a même qui ont acheté des boîtes, je crois. Je crois qu'il a donné un mal de chien, justement, pour créer ce canular. Bravo. Alors, il y a Lyon, mais il y a Paris aussi pour vous, David Martin. Peut-être serez-vous en tournée à Lyon, c'est le mal que je vous souhaite avec cette pièce. On espère toujours. Qui a démarré le 22 janvier 2024. Oui. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec David Martin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, avec mon invité David Martin. Nous fêtons aujourd'hui l'arrivée de Sud Radio à Lyon sur 105.8, mais n'oublions pas Paris, parce que Paris, depuis le 22 janvier 2024, vous êtes de retour au théâtre. Oui, avec bonheur, joie et envie. Voilà, au Théâtre Edgar. Vous jouez le plus heureux des 3. Oui, c'est une pièce d'Eugène Labiche. Avec Alexandre Pell, Gwénola Deluz, enfin, nous sommes 7 sur scène, mise en scène par Luc Hamet, notre ami Luc Hamet. Et voilà, nous sommes partis. Première le 22. On en garde tous un souvenir que je qualifierais de surprenant. Pourquoi ? Parce que les premières, c'est toujours, c'est pas compliqué. Soit ça roule, soit t'as des bûches. Ouais. On en a eu, parce que mes camarades n'ont, personnellement, j'en garderai un souvenir. Je me suis bûché au milieu, ça m'arrive, ça peut arriver. Voilà, donc c'est la première fois que je joue du Labiche. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'a rien à voir avec le Feydeau. On associe souvent les deux un peu à tort. Feydeau écrivait dans un langage du moment, vous voyez, un langage actuel pour lui. Labiche écrivait encore un peu à la mode, c'est quoi, 1870 à peu près, la création du plus heureux des 3. On est au milieu de siècle et on écrit encore avec ce français très particulier où on compose les phrases en y mettant les adjectifs pas forcément là où on les attend. Un peu compliqué à tenir. D'ailleurs, voilà pourquoi il ne se monte pas beaucoup de Labiche, parce que c'est compliqué. Alors, il y a quand même eu 180 pièces de Labiche écrites, et toujours avec des co-auteurs. Oui, c'est un spécialiste. Il avait 46 co-auteurs. Oui, mais Feydeau aussi, il travaillait en participation. Mais Labiche était vraiment connu pour ça. Oui, et celui qui a écrit avec lui le plus heureux des 3, c'est Edmond Gondinet. Gondinet, qui ne sera pas de nom au fronton du théâtre, mais ils en ont écrit beaucoup. Labiche il y avait des commandes. Le théâtre était la distraction phare, et il fallait produire. Et ce pauvre Labiche, ma foi, il n'avait que 2 mains. Donc il avait une équipe d'auteurs, ce qui se fait aujourd'hui extrêmement couramment, pour pas dire tout le temps. Lui, il était précurseur, donc on lui amenait des sujets, il disait bon d'accord. Alors le placard, il y a pas tant de placards que ça dans Labiche. Il y a des choses, mais c'est surtout le mode d'écriture qui est très très différent et qui fait qu'aujourd'hui, si on prend les 10 dernières années par exemple, faites le compte du nombre de pièces de Labiche qui ont été montées à Paris ou ailleurs. Il y en a, par contre, les Feydeau, ça y va. Ouais.
Donc c'est un événement et il faut et savoir il faut y aller. que Luc Hamet a mis en scène le spectacle, mais il a aussi adapté la pièce. Alors c'est un peu obligatoire aujourd'hui, parce que même adapté, c'est quand même une pièce qui atteint les 1h30 à peu de choses près. Donc 1h30 aujourd'hui, c'est un format long, hein, pour le théâtre. Il l'a adapté parce que d'abord il y avait au départ, je crois, 22 ou 23 comédiens sur la distribution. Oui, c'est pas possible aujourd'hui, c'est pas possible. Ramener ça à 7, ça veut dire comprimer des rôles importants dont on ne peut pas se séparer, et puis retirer les redites. Je vous rappelle qu'à l'époque, donc les théâtres, vous imaginez, donc il y avait en bas pigeonnier, poulailler et ainsi de suite. Enfin, pigeonnier en haut et poulailler dans les étages inférieurs. Et dans les coursives, il y avait à manger, il y avait des vendeurs ambulants. Donc les spectateurs n'avaient de cesse que de sortir, chercher un petit truc à manger, boire et rentrer. Donc périodiquement, tout au long de la pièce, il y avait des rappels. Ah, alors, comme ça, vous avez trompé un tel, mais quelle infamie. Et puis, tu retrouvais 10 minutes plus tard, elle a trompé un tel, quelle infamie. Voilà, et donc tout ça, il faut le retirer. Donc déjà, là, vous faites tomber au moins une demi-heure, 3/4 d'heure de spectacle, quoi. Il y a une parodie des Trois Mousquetaires de Gilles Margaritis, qui s'appelle Les Quatre Mousquetaires. Oui. Et régulièrement, je vous rappelle que... Exactement. C'est le même principe. C'est le même principe. Alors, vous êtes donc le plus heureux des trois, le plus heureux des hommes, un certain Alphonse Marjavel. Oui, c'est un, comment on pourrait le décrire, Marjavel? C'est un bonhomme. Oui. C'est un gentil bonhomme. On est dans la bourgeoisie parisienne des années, donc, 1870. Et, comme dans ce théâtre-là, tout le monde trompe tout le monde. Voilà. Ça démarre par une tromperie, permanente. On découvre que la femme de Marjavel, trompe son mari, Hermance, que elle lui-même a des aventures avec ce que l'on appelait à l'époque des cocottes. Donc ils allaient au square en fiacre et tout se passait dans les fiacres. Bref, c'est une tromperie. Ils mentent, ils volent, ils ce sont des arracheurs de dents, d'une mauvaise foi absolue. Et l'intrigue se noue autour de ça parce que il faut retrouver un diamant faussement perdu. Il faut arriver à marier dans des conditions acceptables la nièce de Marjavel à un bonhomme qui est absolument épouvantable, et puis noyé dans un espèce de récit de la vie de l'époque assez intéressante, avec les domestiques qui n'en loupent pas une parce qu'ils ne sont pas à l'abri des mêmes affres de la vie, et tout ça se déroule, ça va à 200 à l'heure. Je peux le dire parce que j'ai pas honte. J'ai mis un temps incroyable à apprendre la pièce. Ça va tellement vite que même le soir de la première, d'où la fameuse bûche, moi j'ai carrément fait tomber quelques répliques. Quoi. Oui, remarquez, le record, c'est Maïté, qui un jour sur scène avec Robert Castel est entré en scène, a commencé la pièce par le 3e acte. Ah bah ça c'est pas mal. Ils ont eu beaucoup de mal à s'en remettre. Bah alors écoutez, moi personnellement j'en suis pas là, hein. J'attaque bien par le début, mais c'est vraiment un théâtre très particulier, un langage particulier, c'est frais, c'est drôle, ça n'arrête pas. Je trouve que c'est même, une fois maîtrisé, ce qui est le plus dur, c'est au moins aussi, pour moi, beaucoup plus drôle que Feydeau. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce sont des vaudevilles, que Luc Hamet montre régulièrement des vaudevilles, vous avez déjà joué avec lui, oui. Et que le vaudeville est un genre un peu oublié parce que difficile à écrire. Alors, aujourd'hui, écrire du vaudeville... d'abord et d'une, les réactions la société a changé, le vaudeville n'existe plus. Si vous trompez votre femme, le pire qui puisse vous arriver, il y a les réseaux sur internet, ouais. Vous vous faites agrafer sur un réseau et vous faites traiter de tous les noms. Mais à l'époque non, aujourd'hui ça n'aurait pas de sens. On écrirait une comédie, oui, l'un trompe l'autre, boing boing, bah là, dans l'histoire du cinéma récent, moderne, oui, mais je pense que depuis, effectivement, ça n'existe plus. Alors, il se trouve que, je ne sais pas si vous le savez, mais Jacques Martin adorait La Biche, oui. Puisque le 23 décembre 1970, avec Georges Folgoas, ils ont fait le Noël de Madame Berrichon, oui. Et il était en travesti d'une vieille dame, et qui faisait référence à la pièce de La Biche. Exactement. Et dans le voyage... Alors, il y a eu deux versions, il y a eu un premier jet, puis un numéro 2. Il y avait le voyage de Madame Berrichon. Voilà, alors je pense qu'on parle de la même chose. Exactement. Et ben, il y a un moment, Madame Berrichon, pour je ne sais plus quelle raison, se retrouve sur la banquise, donc dans le Grand Nord,
va savoir pourquoi. Et là, il y a un petit Esquimau, un jeune, un gamin au milieu d'autres enfants, c'est moi. Tiens, va enfiler le truc d'Esquimau et viens sur le plateau. Il y a aussi un personnage qui apparaît mais qui n'est pas payé dans la pièce, c'est un cerf. Alors, sur le Fédou, il y a un cerf. Oui, il y a un cerf. Marc Javel, dans Le Plus Heureux des Trois, est un chasseur qui a sa maison de campagne du côté du Mans. Donc, il arpente la Sarthe et à coups de fusil. Et il a un trophée de chasse que lui a offert un de ses amis. Seulement, le trophée de chasse ne sert pas à la décoration au-dessus de la cheminée, mais simplement, il y a un dispositif qui permet de tourner la tête de cerf et d'y cacher des mots doux. Et c'est ainsi que les intrigues amoureuses se nouent dans cet appartement et où on échange les petits mots. Rendez-vous ce soir dans le jardin. Nous nous retrouverons derrière le bosquet. Et puis l'autre répondait. Marc Javel n'est au courant de rien et découvrira pourquoi, qui, quoi, comment et qui trompe qui. Alors, le théâtre, ça a commencé avec Ciel, ma belle-mère, qui vous avez joué 150 fois, qui est un immense succès. Alors oui, on a 2 ans. On a tenu. Bon, alors, il y avait eu le Covid. On a eu le droit à une tranche de Covid au milieu. Ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu de Fédot de remontée. En tout cas. De la biche. De Fédot. Du Fédot pour le. Et ça a marché. Et ça a marché, mais du feu de Dieu. Là, Luc a fait une adaptation de Monsieur Chasse qui cartonne aussi. Là, en ce moment, en tournée. Mais c'est vrai qu'il a pris ce registre-là. Alors ça veut pas dire qu'il ne monte que ça. Il y a le Coucou qui est à l'affiche. On a essayé de monter Hamlet, très belle pièce que je vous recommande. Et mais il a estampillé un petit peu. Je vais pas dire devenu sa marque de fabrique. Il dirait non, mais il le fait. Alors il se trouve que Le Plus Heureux des Trois a une particularité. Elle a été jouée par Pierre Bellemare. Oui, elle a été jouée. Alors moi elle a été jouée par Jean Le Poulain. Oui. Là, il y a une captation qui est visible sur Internet. Et Bellemare a fait un Marc Javel absolument incroyable. Vous imaginez, vous connaissez Bellemare, ce personnage imposant. Enfin, c'est un physique au départ, Bellemare. Et puis cette voix, et puis il a été très bon. Je vous renvoie à 3 jeunes filles nues montées par Olivier Mine il y a une vingtaine d'années maintenant pour toutes les équipes d'animateurs de France Télévisions à l'époque. Et il y avait une adaptation d'une opérette, qui s'appelait 3 jeunes filles nues de Villemetz. Alors, et il avait joué là-dedans, chanté. Parce qu'il chantait. Et c'était admirable, mais c'est incroyable. Alors, finalement, cette pièce, comme les autres, c'est Guignol. On revient à Lyon. Ah, c'est Guignol. C'est vrai que c'est Guignol. Ça n'arrête pas. Et c'est vrai. Guignol fait partie de la culture populaire lyonnaise. C'était à la fois un canard enchaîné, parce que ça faisait rire les enfants, oui, mais ça traitait de sujets qui concernaient la population de la ville, et c'est pour ça que les grands venaient s'amuser à écouter. Mais aujourd'hui encore, Guignol est dans toutes les villes de stations balnéaires l'été, on a des Guignols plusieurs fois par semaine. Alors c'est devenu un spectacle d'enfants, mais je pense qu'au départ c'était avant que le chansonnier ne prenne la main. Je pense que c'est un des précurseurs. Parce que Guignol, Niafron représente des personnages de la société de l'époque, et les combats, les joutes entre ces 2 personnages, il y en a d'autres, représente bien la société lyonnaise de l'époque. Je vous rappelle qu'on est naissance de Guignol 1806. Tu vois, j'allais donner plus tard, moi. Non, pardon, c'est 1887. Ah, 1800. Ah oui, voilà. On est d'accord. Voilà. Et donc, un jour, il y avait dû se produire. Il faut dire que les soyeux, enfin les ouvriers des métiers à tisser, c'est un métier de malade. C'est pour ça que l'on dit la cervelle de Canut. Les Canuts, ce sont les tisserands. Tellement le métier était dur que leur cerveau était considéré comme du fromage blanc. Totalement abruti. On faisait travailler les enfants parce que c'était les seuls à pouvoir se faufiler entre les battants des métiers jacquards. Donc il fallait sortir tout ça, il fallait expulser tout ça, parler de tout ça. Et puis ceux qui étaient censés peut-être les protéger, je veux parler de l'institution catholique de l'époque. Je vous rappelle quand même qu'il y a un primat des Gaules là-bas, faisaient faire leurs habits
très onéreux. Il y avait du fil d'or, du fil d'argent, de la broderie sur soierie absolument incroyable. Alors, vous voyez, le puissant et le pauvre, voilà. le sachant et l'ignorant. Voilà, c'est ça que dénonce Guignol. Vous connaissez merveilleusement Lyon et je suis heureux de vous avoir accueilli pour l'ouverture de Sud Radio. C'est un plaisir, moi, de venir chez vous. Et alors, le plaisir maintenant, ça va être aller au théâtre, voir au Théâtre Edgar, donc le plus heureux des trois. Oui. Pour les horaires, faut aller sur Internet. Alors, il vaut mieux aller sur Internet. Vous tapez vous tapez Théâtre Edgar, hein, c'est rue Edgar Quinet à Montparnasse. Et là, vous allez voir les horaires parce que la manière d'aller au théâtre a profondément changé. Pas seulement à cause du Covid, parce que la réalité d'aujourd'hui fait que nous jouons sur des jours en alternance avec des horaires qui conviennent. Il y en a qui préfèrent aller au théâtre en sortant du travail, d'autres qui préfèrent rentrer chez eux et ressortir derrière. Donc il faut contenter tout le monde. Donc on a des représentations à 21h, à 18h30, à 19h, à 15h. Allez sur le site. Exactement. Et c'est pas cher. Eh ben on va aller voir ça et puis on espère qu'à Lyon on verra un jour lequel des trois. Le plus heureux des trois. Le plus heureux des trois. Il y a une charmante chanson à la fin qui vous reste dans la tête. Ne me demandez pas de la chanter. Non. C'est trop frais. Écoutez, on ira vous voir. Oui, ça sera avec plaisir. Merci David Martin. Merci Monsieur Jacques Pessis. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.